Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le sommet de l'éducation, apprendre et grandir dans la joie. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Sandrine Sananès, qui est pédagogue, autrice, fondatrice de l'atelier de peinture libre et de modelage, l'atelier de Charenton. Bonjour Sandrine. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton atelier Charenton. On va parler aujourd'hui un peu de ton atelier. Donc, est-ce que tu peux nous présenter ce que c'est et peut-être en nous parlant un peu de ton parcours, de comment tu en es arrivé à créer cet endroit? Oui, alors j'ai créé l'atelier de Charenton d'abord par rapport à mon parcours personnel. Je dirais, j'aime pas trop le mot parcours, mais plutôt itinéraire d'enfance. J'appelle ça comme ça, petite, mais je l'avais un peu ensevelie, mais je me rendais compte que j'allais à l'école et à chaque fois que je sortais, j'étais déçue parce que j'avais pas eu ma dose de découverte, d'attention moi, à l'enfant que j'étais, ou des choses comme ça, pas trop de créativité. Donc j'y allais très contente à l'école, vraiment pleine d'enthousiasme. Et puis, à part les copains, les copines, ça c'est toujours très sympa. Et puis quelques professeurs très intéressants et passionnants, ou les maîtres et les maîtresses, mais j'étais un peu déçue. Donc ça c'est en fait, je l'ai oublié. Et puis après, vers 25 ans, quand j'ai eu mes enfants, je suis devenue mère. J'ai d'abord... je me suis rendu compte pour mes enfants Romane et Nina que l'école ne répondait pas à certaines de mes attentes. Voilà. Donc ils sont allés à l'école, parfois à mi-temps, parfois comme ci, parfois comme ça, mais grosso modo ils sont partis à l'école avec moi un peu le cœur serré et en me disant, au lieu d'affronter ça, de me révolter parce que j'avais pas non plus la pêche pour faire l'école à la maison, je manquais un peu de pêche et puis ma fille ne voulait pas. Elle avait fait le choix d'aller à l'école dès l'âge de 7-8 ans quand je lui ai proposé autrement, et mon fils aussi. Donc j'ai dit ça doit pas être notre truc, quoi. Donc j'ai dit, plutôt que de me révolter contre les choses et un peu la société, un petit peu, la voir sous son aspect négatif, je vais moi créer du positif. Et du coup, d'abord je suis allée explorer beaucoup de lieux dans Paris, en France, pardon, en Suisse et en Italie. Et j'ai fait un tour d'horizon des lieux pour enfants, des lieux ludiques, que ce soit des lieux, des jeux avec des balles ou des ateliers de peinture, etc. J'ai atterri aussi notamment à la Maison Verte de Françoise Dolto à Paris. À l'époque, c'était à Beaubourg, où j'avais mes enfants, mon fils, qui peignait, je me rappelle, librement sur un chevalet. D'accord. Voilà, donc tout est parti, tout était au départ, c'était ça, puis après il y a eu d'autres expériences bien sûr, après j'ai créé l'atelier en me disant, je vais créer quelque chose où je vais mettre mes idées finalement, mes idées que je vais créer, un espèce d'îlot comme ça qui ne sera pas une école, où j'ai toujours eu cette volonté, comme on le sent je pense dans mon travail, d'apprentissage informel, que j'ai toujours quand même... c'était pas juste ludique, nanana, c'est de la peinture libre, on met une feuille blanche et tout le monde s'amuse. C'est ça, et c'est pas juste ça. Et j'ai toujours voulu faire, une petite école, j'ai appelé d'ailleurs École Nouvelle de Peinture. J'étais au départ, c'est ma baseline sur mon site, toujours aujourd'hui. J'ai au départ été un peu, j'ai choqué certaines personnes du milieu de la peinture libre, et puis j'ai gardé cette baseline et je pense que je la garderai, je ne sais jamais même. Parce qu'il y a une notion d'apprentissage informel, non académique de l'art d'abord. Pareil, la peinture libre, on dit que c'est pas de l'art, ou le modelage libre, mais pour moi, c'en est, sauf que c'est différent, il est ici abordé différemment. Voilà. Donc l'atelier, en fait, je l'ai créé parce que j'ai voulu créer du positif et un espace comme ça qui satisferait un besoin de quelques personnes. C'est vrai que l'atelier de Charenton, ça reste une petite structure, parce que peu de gens comprennent ce que c'est vraiment, mais qui marche quand même depuis 13-14 ans, donc j'en suis très fière. 13 ans, 14e rentrée en septembre. Donc un lieu comme ça que je porte toute seule avec mes bras. Est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est la vision de l'enfance et de ses besoins, donc les besoins spécifiques de l'enfance qui sous-tendent un peu ta pratique ici? Je crois d'abord
le respect du rythme. Alors, les enfants, d'abord, d'aujourd'hui ne sont plus ceux d'hier, pour un peu paraphraser Isabelle Filiosa, la marraine de l'atelier Charenton. Donc, voilà, il y a une question de rapidité, de souhait aujourd'hui chez les enfants, peut-être des fois de produire. Et il s'agit ici des fois de slow, moi je dis toujours slow, je me dis ça, hein, c'est un peu mon mantra. Et pour moi aussi, des fois, qui peut être pressé, hein, donc ça peut arriver, donc de ralentir, voilà, les enfants, voilà, d'être plus... et je crois qu'il faut savoir une écoute, en fait, une attention, bien sûr, à eux. Voilà, il faut accepter d'être prise aussi par eux, hein, par leur énergie. Voilà, on ne reste pas spectateur des enfants, on n'est pas là dans un spectacle. Oui, parce que je t'ai vu donc, pendant l'atelier, là, juste avant, et c'est vrai que tu es très très active. Ça m'a fait penser à une phrase de Maria Montessori qui parle des enfants comme dans une petite ruche. Tu as une petite ruche, et toi, en fait, tu essayes d'organiser de manière à ce que ça reste fluide et calme et tranquille. Voilà, tout à fait ça. J'essaie que... En fait, mon objectif, quand ils sortent, c'est que ça se passe, qu'ils soient contents de leur moment. Mais comme c'est un moment collectif, il faut que ce moment collectif se passe bien pour tout le monde. Donc on ne peut pas dire oui, il faut que tout le monde soit content, parce que chacun soit content. Et voilà. Et aussi, il y a aujourd'hui aussi un petit peu de faire, de pousser un petit peu gentiment. Des fois, je dis aux enfants, je vais te pousser gentiment, ça va aller. J'ai entendu que tu leur disais parfois, continue un peu. Alors je dis, aujourd'hui, on ne parle pas aux enfants pareil d'hier comme on parle à ceux d'aujourd'hui. Donc j'ai aussi adapté mon langage. Donc qu'est-ce que tu leur dis parfois, je leur dis, tu es d'accord si je te pousse un peu gentiment? Alors, oui. Ah bon, on s'est entendu. Alors, je fais un peu de CNV, que j'ai un peu adapté ce que je fais dans mes formations. J'ai développé tout un langage comme ça qui encourage, qui permet aux enfants et aux grands aussi d'ailleurs, aux grands parce que les adultes aussi, j'ai développé aussi une rhétorique. Une rhétorique, ce que j'aime beaucoup faire. Et parce que ça marche en fait. Quand on dit les bons mots, ça fonctionne. Et en fait, je dirais que le plus important dans l'atelier, c'est de dire les bons mots au bon moment, pas de la même façon en fonction des enfants et des personnes, et de savoir ne rien dire. Savoir laisser les silences qui sont en fait des mots finalement, ici. Voilà. Et donc, j'ai développé toute une rhétorique autour de cet accompagnement qui fonctionne, puisque quand je le transmets à mes stagiaires, il fonctionne. Donc, et je l'étoffe tout le temps, je le développe. Tu formes aussi des personnes qui animent ce genre d'atelier. C'est ça, une très grosse demande depuis d'ailleurs le Covid. Très grosse demande de personnes qui veulent créer des structures pour enfants, des lieux, en fait, qui veulent faire ce qu'ils veulent enfin de leur vie. Parce que moi, j'ai déjà fait il y a maintenant, donc, depuis 13-14 ans, je fais ça. Mais voilà, j'étais un peu à l'avant-garde. Je m'étais dit déjà, je travaillais dans la publicité, je m'étais dit, qu'est-ce que je veux faire maintenant dans ma vie? Alors maintenant, il y en a de plus en plus qui est très bien. Donc, voilà, donc, je dis aux enfants, je dis les mots, je crois d'accompagner par les mots sans psychologiser. C'est ça la rhétorique que j'ai trouvée, développée au fil de mon expérience. Parce que ce que j'ai compris, c'est que donc les enfants, ils viennent passer un moment avant tout. Ils viennent pas produire quelque chose. Enfin, ils viennent produire de fait, mais ils cherchent pas forcément à repartir absolument avec une œuvre finie. Ils viennent passer un agréable moment, c'est ça? Oui. Et s'exprimer. Alors eux, dans leur tête, ce qu'ils veulent, enfin eux, dans leur esprit, ils viennent peindre. Oui, voilà. Bon, évidemment. Après, il y a l'esprit de qu'est-ce que veut le parent. Voilà. Et là aussi, j'ai développé une rhétorique. D'accord. La parentalité. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les parents, ils cherchent un lieu libre, un lieu d'expression libre. D'accord. Un lieu de peinture, d'expression libre ou de modelage, enfin un lieu de créativité où l'enfant pourra s'exprimer. Et d'autres, ceux qui ne veulent pas que leur enfant s'exprime, ils viennent me voir une fois puis ils disent non, c'est pas ce que je cherche, je vais aller au cours classique. Bon, pourquoi pas? Puis un jour ils reviennent dire finalement on va essayer. Mais parce que tu produis, si j'ai bien compris, les parents ne repartent pas avec les œuvres, donc ça reste vraiment dans ils sont
comme protégée, hein, que c'est ça? Oui, oui. En fait, je dis, je suis la gardienne, la garante de cette la gardienne de cette expression, en fait, libre. Donc moi, j'ai assoupli un peu les choses par rapport à ce qu'on m'avait appris il y a des années dans mes diverses formations, parce que je me suis rendu compte que c'était pas prouvé. J'aime bien les choses qui sont démontrées scientifiquement quand même. Donc comme je peux rien démontrer scientifiquement puisque c'est pas une science, tant qu'à faire, moi je suis dans le, comment dire, dans l'expérimental. Donc d'expérience, moi je dis que de rendre les tableaux un an après, tous bien regroupés, en prévenant le parent, j'ai fait ma mission, je dirais. Voilà, je fais confiance aux parents et à l'enfant. La preuve, voilà, des parents vont ouvrir tout de suite le dossier des tableaux le soir même quand je les rends en septembre ou en juin et diront: ah ben voilà, on les a exposés dans le salon, mais c'est très rare, vu on sait quand même parler, on a communiqué, j'ai développé cette sorte de dialogue avec eux, ce dialogue, cette communication, ils me font confiance, moi je leur fais confiance. Au bout d'un an, j'estime que voilà, moi j'ai fait mon chemin, mon travail, j'ai œuvré, je me suis impliquée. Les enfants reviennent, il n'y a pas de différence entre un enfant, je le sais puisque je l'ai fait pendant des années de garder les tableaux, entre un enfant qui reste. Voilà. La chose, c'est que pour répondre, les enfants ne repartent pas après la séance avec leur tableau. Voilà. C'est la ça chose. reste un espace quand même vraiment libre et à eux, quoi. Voilà. Où ils expriment ce qu'ils veulent. Le mieux, c'est qu'en fait, ils reprennent ce dossier, moi, comme je dis, ils les gardent jusqu'à la majorité, ils gardent le tableau. Ah, ok. Et ils le donnent à l'enfant à ses 18 ans. Ou pas, parce que sûrement qu'il n'en aura que faire. Il aura bien... En fait, l'idée, ici, c'est c'est le moment vécu. D'accord, c'est vraiment le moment qui... Le moment vécu. Qu'est-ce qu'on va vivre ici? Et il y a aussi toute une histoire ici dont on a peu parlé dans la peinture libre, qui se joue dans ce lieu collectif, dans ce lieu de peinture et le geste de peindre, c'est les émotions aussi. Les enfants ont des espaces par des émotions. Pendant l'atelier? Oui, bien sûr, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de quoi en avoir. Hein. Alors, souvent, ce sont des belles émotions, mais il y a aussi des émotions de peur, il y a donc des émotions de joie, bien sûr, puis il y a aussi des émotions parfois qui peuvent être un peu de peur, de retenue, de timidité. Timidité, c'est pas une émotion, mais oui, de peur, et de joie, et de bonheur. Et donc à moi de voir comment, par des... Moi, je dis toujours, tu acceptes mon conseil? Comme ça, c'est mieux que de dire à l'enfant, fais maintenant. Donc, l'enfant d'aujourd'hui, voilà, je te donne un conseil. Des fois, un enfant plus grand, un adolescent ou même un adulte, je lui dis comme ça, c'est pas pour te contrarier, c'est parce que ça fonctionne mieux comme ça. Et il accepte, parce qu'on est dans un dialogue quand même. Et après, c'est vrai que la chose, c'est que je rentre pas trop. Après, il peint, quoi. Je rentre pas trop. Le secret, c'est de pas trop rentrer dans le dialogue pendant l'atelier, parce que ils sont là pour peindre, en fait. Ce sera agaçant pour eux. Oui, j'ai vu que tu restes sur un aspect pratique, comment tenir le pinceau, de quoi tu as besoin. Voilà. Et puis dans l'accueil, comme on a vu avec Colline tout à l'heure qui voulait pas peindre, que je te répétais tout au long de l'atelier qu'elle était la bienvenue, que tu pouvais l'aider, et elle n'est pas venue. Voilà. Après, elle a voulu peindre. Quand on a terminé, elle peignait très bien, et dans le sens qu'elle, bien sûr, elle avait compris, elle avait regardé les autres, et donc elle avait besoin de regarder. Des enfants qui ont besoin de plus de temps. Quand on peint avec son père ou sa mère, c'est plus compliqué, il faut le savoir. D'accord. Et c'est plus compliqué avec le parent. En fait, le bénéfice pour l'atelier parent-enfant, il va être plus pour l'enfant que le bénéfice, va être plus pour le parent. Pour le parent que pour l'enfant. Que pour l'enfant, pour l'atelier parent-enfant. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu des ateliers parent-enfant? Alors, l'atelier parent-enfant, moi, je le pratique discrètement, on va dire. C'est pas une chose que je le fais quand on me le demande. C'est pas quelque chose que je m'en avant, mais je l'ai fait. Régulier, quoi. Non, je le fais, voilà, quand ça se présente. En tout cas, quand un parent connaît très bien mon travail, à ce moment-là, le fond de la démarche ici, j'ai un entretien avec lui et il peut comprendre à ce moment-là, peut-être ça va fonctionner. Je trouve que voilà, l'atelier parent-enfant, dans cette parentalité, dans cette démarche-là, est plus complexe. Mais ce que je voulais dire par rapport aux questions que tu m'as demandé de préparer, et je fais le lien, c'est qu'aussi, on a à aussi s'adapter à la société et
l'atelier tel qu'il est aujourd'hui avec cette table, etc. Tout ça, c'est pas, je veux dire, c'est pas majeur. C'est pas le plus important. Ah, okay. Le plus important, c'est de s'adapter au public. Demain, on me demande d'aller aider des personnes pour faire du modelage, et ce sont des personnes qui sont des adultes qui sont en très grande difficulté. Eh bien, je vais aller et je vais adapter le lieu avec un petit bout de salle. Je vais organiser les choses et je vais faire en sorte que, en fait, ce soit mon regard de non-jugement qui importe plus que mon matériel ou que mon dispositif. Presque de l'art-thérapie finalement. Non, c'est pas. Non, l'art-thérapie, elle a quand même vocation de soigner la personne. Et donc moi, je suis. Voilà, je suis là pour l'expression. L'autre fois, une personne m'a dit, ah ben en fait, oui, j'ai compris, je me suis exprimée. Donc je m'exprime. Bon, non, parce qu'il n'y a pas une notion de soin. Dans l'art-thérapie, il y a quand même la notion du soin. C'est vraiment un espace d'expression. Expression. De libre expression, d'expression aussi pour soi. D'accord. Que tu proposes aussi à des personnes âgées, j'ai vu la photo. Là, que je propose, alors là tu as vu la photo, j'ai accompagné, j'ai Madeleine est venue peindre 80 ans, Madeleine, donc d'où j'ai créé l'atelier Madeleine, là c'est une dédicace, accompagnée, et avec quel amour, par son mari, parce qu'elle avait peint quand elle était très jeune, et sache que tous les gens qui ont peint ou modelé, quand ils ont été petits, ils se souviennent à un moment donné, ils vont te dire « Ah, j'ai peint, ah mais oui, je me souviens ». Et en fait, comme c'est le vélo, tu vois, ça revient. Et donc, elle venait là et elle était juste seule parce que je ne pouvais pas l'accepter. C'est quand je te dis, il faut s'adapter aussi au public, aux demandes. Il ne faut pas rester bloqué dans un dispositif ou des choses comme ça. Et, ou dans des concepts, ou dans des idéologies, donc, ou dans des formations qu'on reçoit, qu'on a pu recevoir, même de moi, même quand je forme, je dis toujours ça. Et donc, Madeleine, elle a peint, elle était aphasique, et au bout d'un moment, elle a quand même chanté devant les couleurs. Ah oui, alors qu'elle ne parlait plus du tout. Et elle a dit jaune. Et vraiment, c'est tout, hein, je dis pas. Je peux m'en tirer de dire qu'elle a dit plus. Mais quand elle a dit ça, ça m'a touchée. Et je me rappelle que j'avais une adulte stagiaire à ce moment-là, et elle s'en souviendrait, elle a fondu, quoi. Elle a fondu en larmes parce que c'était beau. Et donc, Madeleine, elle faisait des petits ronds, des petits traits, comme si tu vois un petit enfant qui redécouvre le b.a.-ba de l'acte graphique spontané. D'accord, c'est beau. Et j'ai de plus en plus cette année, depuis le Covid justement, enfin l'épisode Covid, on va appeler ça comme ça, de plus en plus d'adultes qui viennent peindre. Ah oui, alors et d'adolescents. D'accord. Et garçons aussi. Ah oui, donc tu as des ateliers pour les enfants, ensuite pour les adolescents, ou qui sont mélangés avec les enfants. À l'atelier de Charenton, c'est mélangé plutôt. C'est mélangé, même des adultes qui viennent. Ah d'accord. Là, il n'y en avait pas, on n'a pas fait aujourd'hui. Donc tout le monde, parce que voilà, c'était ma question, est-ce que tu mélanges les générations? Parce que ça doit être assez riche en fait, d'être avec des adultes qui peignent à côté. Voilà, donc, là, j'ai vu plusieurs, parce que tu m'as proposé de peindre, et donc les enfants venaient voir ce que je faisais, et me posaient des questions. Donc oui, c'est évidemment, les adultes, ça stimule, hein, bien sûr, leur créativité. Ils se souviennent de l'enfant qu'ils ont été. Et je vais revenir à ce propos sur une question que tu m'as posée. Et puis, l'enfant, eh bien, il voit l'adulte différemment. Du coup, comme enfin, pas que c'est pas un bel exemple normalement, mais du coup, un exemple d'une personne qui lui demande rien, qui le juge pas, qui ne va pas venir lui dire des choses indiscrètes, d'indiscrétion, tu vois. Donc, il est toujours dans un espace comme ça. Ce que j'aime, un atelier d'égal à égal. Oui, c'est ça. C'est que là, chacun est devant sa feuille et il n'y a pas de comparaison, il n'y a pas de mieux, de moins bien. Oui, et si un adulte venait à, par exemple, entre deux enfants, mais ça peut être un adulte qui viendrait se mêler, regarde, tu peux faire ça, j'interviendrai, c'est mon rôle. C'est vraiment mon travail d'intervenir et de m'interposer pour protéger l'expression et le cadre qu'on s'est fixé ici, parce que j'ai un objectif, donc je me suis fixé un cadre qui est souple, dans lequel on bouge, mais, et je fais des improvisations à l'intérieur de mon cadre, mais je m'en fixe un, et puis après dedans je bouge. Et tu m'as dit quelle est aussi
comment dire, qu'est-ce que je fais quoi, avec l'enfant pour que ça fonctionne, ou quel conseil j'ai à donner à un éducateur. Oui, en fait, voilà, si on c'est devait, c'est pas un conseil évident parce que moi, le plus grand, je trouve la chose que je fais, mais naturellement depuis le début, et c'est même une psychologue qui était venue, journaliste qui était venue observer, qui me l'avait fait remarquer. En fait, c'est presque une identification à l'enfant. En fait, quand je travaille avec eux, ou avec même l'adulte, je m'identifie et à donc l'adulte, l'enfant qu'il a été, la personne qu'elle est aujourd'hui, bien sûr, mais en fait, j'ai une forte aptitude comme une identification à l'enfant, comme si cette flamme de l'enfance vivait encore en moi à ces moments-là, et que je suis presque un peu lui, quelque part, enfin, un petit quelque part, bien sûr, parce que je ne suis pas lui, mais à se faire la part des choses, mais je suis un petit peu cet enfant qu'il est en ce moment. Et donc, ça m'est assez facile de l'accompagner. Et aussi, tu m'as demandé le mantra que je me dis toujours, le mantra quand j'accompagne des enfants et dans l'atelier. Voilà, c'est un peu, je me dis, pour me replacer quand je travaille, et quand des fois, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Des séances qui fonctionnent moins bien que d'autres, plus chaotiques, plus agitées, plus molles. Bon, ça existe, hein, c'est pas toujours idéal. Et je me dis toujours, Sandrine, là, en fait, tu es la grande sœur, tu n'es ni la institutrice, ni la psychologue, ni la maman, ni le papa. En fait, donc la grande sœur, mais cette image positive qu'on a, je pense symboliquement. Symboliquement, puisque moi, je n'ai pas de grande sœur, mais j'imagine la grande sœur, l'appui. Elle va pas dire des choses irrespectueuses, ou elle va pas être sévère, ou elle va être juste, tu vois, c'est la grande sœur, c'est l'appui. C'est une très belle image, voilà. C'est l'image de la grande sœur. On n'a pas d'attente par rapport à l'enfant finalement, et on a comme une sorte d'amour inconditionnel et une envie de soutenir, et simplement sans protéger forcément, mais un peu. Tu vois, je trouve que la grande sœur, elle incarne bien cette image pour moi de l'éducatrice dans l'atelier. C'est ce que je transmets toujours dans. Et même moi, parce que je fais beaucoup de remise en question sur mon travail. J'ai plus de père pour le faire, mais je me le fais toute seule parce que je suis à un niveau, mais de m'auto remettre en question et peut-être pouvoir critiquer dans mon travail. Remettre en question, et c'est comme ça que c'est mes plus grosses avancées, c'est comme ça que je les ai gagnées. Je me challenge en fait par rapport à moi-même, mais oui, c'est repositionne-toi en grande sœur. Qu'est-ce que cette grande sœur va qu'est-ce qu'elle est, la grande sœur, Et c'est en 2 secondes, des fois c'est hop, quand je dis quelque chose, tu es la grande sœur. D'accord. Oui, ça soutient vraiment le quotidien. Voilà. Et il y avait aussi un mantra que j'aime beaucoup, c'est Shitao, le peintre. Si haut que vous montiez, si loin que vous alliez, il vous suffit de faire un petit pas, ou quelque chose comme ça. Il vous suffit d'un simple pas. Voilà. Je trouve ça aussi très beau, parce qu'on veut toujours des fois atteindre avec les enfants, ça peut pas être parfait. Ça c'est intéressant aussi, comme je trouve pour un éducateur ou un apprenti éducateur, ça peut pas être parfait la première fois. C'est pas si on met trop la pression, c'est pas parfait. Pour l'adulte, tu veux dire Non, en fait pour l'éducateur, de se dire, même en expression libre, d'abord la perfection évidemment n'existe pas, mais non, elle n'existe pas, mais il y a quand même ici un travail, tu as vu, sur le geste, de précision, comme je t'ai dit, cet apprentissage informel, donc qui existe. Sans quoi, c'est un atelier banal, de peinture où on met sa feuille comme chez soi. On va parler aussi de l'atelier à la maison. Et du coup, tout le monde peut le faire. Oui, c'est ça que j'allais dire, Alors oui, parce que si les gens viennent là, tu montres un peu comment essorer le pinceau. Écoutez, je donne des conseils techniques en fait, qui peuvent faire de façon autonome au fil du temps. En fait, qui vont faire. Ils s'approprient. Voilà, c'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'ils soient autonomes. Les grands, les petits, les moyens, enfin, tous les gens qui viennent là. Donc, voilà, quand tu me disais, est-ce qu'on peut faire un atelier à la maison ou ailleurs? Oui, on peut tout faire. La preuve, j'ai formé une personne retraitée qui se reconnaîtra, elle s'appelle Patricia, récemment, et elle est retraitée. Alors, elle est venue se former, puis elle m'a dit, moi, je ferai que les adultes parce que j'ai un cours d'adultes de peinture. Alors, bon, je vais faire que les adultes. Bon, d'accord. Et puis elle m'appelle, elle a fini sa formation, et puis la semaine d'avant, elle me dit j'ai un enfant qui est venu, tiens, c'était le petit-fils de quelqu'un, il est venu peindre, et puis de fil en aiguille, il y en a un deuxième qui vient peindre, et puis elle s'est prise au jeu, c'est chez elle, elle fait ça avec, elle a fait fabriquer une table,
et puis à couleur, et puis elle m'a commandé des pinceaux. Elle fait ça chez elle, et puis je lui ai dit, bon, comment ça avec vos petits-enfants? Ces petits-enfants, elle les a équipés aussi, la belle-fille. Ah bon, évidemment, ça n'a pas été fait comme ici, peut-être dans les règles de l'art, mais bon, j'ai vu quand même sur les feuilles que les enfants s'exprimaient, j'étais contente, et surtout qu'elle se réalise, et qu'elle est la preuve que en fait, les enfants vont venir. Si elle ouvre un petit atelier, les enfants vont venir. Et la preuve, elle a ses voisins qui viennent, ils tapent à la porte, on va venir. Et elle avait fermé, hein, au départ, elle était fermée à l'idée. Oui, c'est une évolution organique, comme beaucoup de projets, on commence, et puis finalement le chemin nous emmène ici. Carrément, tous les semaines, elle m'appelle pour m'écrire, oui, alors il vient, quel conseil? Bon, voilà. D'accord. Donc oui, on peut le faire. Et alors oui, donc quand on veut faire un espace de libre expression chez soi ou dans une classe, qu'est-ce que tu conseilles alors? Si tu veux, tu peux le faire, mais ce seront juste des degrés différents. D'accord. Tu vois, tu ne peux pas avoir ici le travail qui est fait ici, qui est un travail sur un long terme. J'ai des enfants qui viennent depuis 13 ans. Oui. Ah oui, tu vois. Donc, il y a là, on n'a pas vu, mais normalement, il y a des extensions de format. Il y a tout un. Voilà, il y a des enfants qui grandissent ici, donc qui ont maintenant 16 ans. Oui, sur la durée. Donc, voilà, sur la durée. Et puis, sur l'espèce de rituel, ils viennent ici, c'est qu'un atelier que pour ça, ils viennent chaque semaine. Bon, alors, peu importe, on peut quand même, tu vois, comme cette personne dont je te parle, faire son atelier chez soi, se former. Je pense que ça, c'est important de se former. Ah, d'accord, ok. Oui, de se former, même si on le fait chez soi. Parce que ça peut donner, comme cette personne dont je te parle, cette femme retraitée, qui a ouvert, elle a fait la formation. Je le ferai ou je le ferai pas. Et puis les enfants les parents des enfants et les enfants sont venus taper. Ils ont vu de la peinture. C'est facile, hein, ils viennent taper à la porte et puis ça se fait. Et vous pouvez le faire de 20 ans à 75 ans, vous pouvez animer un atelier. Hein. Et chez soi. On n'a pas toujours l'espace que tu as ici, même s'il est petit, qui est très... il faut essayer d'avoir une petite pièce. Une petite pièce quand même dédiée. Voilà, c'est ça. C'est vrai que des exemples que j'ai, je peux pas dire, sinon on fait n'importe où quoi. Tu vois, donc, ou même l'extérieur, c'est compliqué. Il faut trouver un petit espace. Donc ces personnes que je forme et qui ne créent pas des véritables ateliers comme le mien, parce qu'elles ont leur retraite, elles n'ont pas envie, tout ça, des fois d'avoir des années chargées, en contrainte, elles créent dans une pièce. D'accord. Dans une pièce, un garage. Le garage, ça marche très bien. Le petit box, une petite pièce. Ça, c'est la première chose. Il faudrait peut-être 2 petites cloisons pour faire. Alors, dans une classe, il faut avoir des parois. Des parois. Essayez d'avoir des parois, un petit endroit fermé, ou bien, même à l'extérieur, dans un préau avec des parois. Essayer de. Vous voyez, les préaux, moi je trouve que c'est pas mal les préaux. C'est peut-être un peu l'avenir. Le préau, si les écoles et les mairies veulent laisser les préaux. D'accord. Oui. Ok. Voilà. Et est-ce que tu veux nous parler peut-être un peu des enfants différents? Peut-être aujourd'hui, tu m'as dit un enfant qui est... Là, on va pas bien sûr le... Oui, bien sûr, dans la séance, même tu t'en es peut-être pas rendu compte, il y avait un enfant différent, qui avait ses difficultés, on va dire, qui a des réactions qui sont les siennes. Voilà. Et oui, bien sûr, on peut les accueillir. Alors, il est vrai que... on peut les accueillir, les personnes avec on appelle ça besoins particuliers aujourd'hui, avec une ou 2 personnes, tu vois, dans une séance un cours de 8 personnes, on va accueillir 1 ou 2. Ah oui, et ils vont rester moins de temps parfois, puis on va aménager pour eux. Si on veut faire des séances de libre expression, peinture au modelage, que pour... des enfants pour une structure, par exemple, je pense à un hôpital de jour, ce qui est possible. Peut-être plus d'adultes. Voilà. Non, on prend 2 ou 3 enfants. Ah, ok. Tu vois. On va recevoir 2 ou 3 enfants. D'accord. Tu vois. On peut faire à partir de 2, ça peut se faire. C'est très bien, à partir de 2, on peut faire une petite séance. D'accord, super. Pas d'1h30, parce que ça va être long, mais d'1 heure. Je crois qu'il faut que l'expression libre par la peinture, le modelage, le geste de peintre, s'adapte partout aujourd'hui. Moi, je suis vraiment depuis le confinement, le Covid, tout ça, je vois les choses aussi. J'évolue aussi comme les personnes qui me contactent. Et voilà, c'est vraiment important de se dire, voilà, il
faut ouvrir sans faire n'importe quoi, n'importe comment. C'est pas. Oui. Mais l'ouvrir et l'adapter. D'accord. Adapter la philosophie de la méthode, le geste de peindre, à tous les publics et aussi à d'autres supports comme le modelage. Oui, alors est-ce que tu veux nous parler un peu du modelage? Oui, le modelage, c'est super. C'est quelque chose qui découle vraiment bien de la peinture. Donc, la base, on est en peinture. Une fois qu'on a on commence par le la clavier, c'est-à-dire que c'est pas ça. C'est que quelqu'un qui se forme, vient se former, un éducateur, un animateur, un parent, un prof, je sais pas qui, va peut-être suivre d'abord la peinture, puis après va faire 2 jours de modelage pour compléter. D'accord. Voilà. Sans quoi, il y a des enfants qui viennent pour la peinture, à la tête de Charenton, et j'ai des séances ailleurs pour le modelage. Ah d'accord. Voilà, parce que j'ai pas le lieu ici. Oui. Ou alors, parfois, je fais ici, je transforme l'atelier de peinture. Je transforme l'atelier de peinture ici en atelier de modelage. Donc je pousse, j'ai des tables spéciales, j'ai tout un matériel que j'ai trouvé. Et assez facilement, je crée ici un atelier de modelage. Et ça, ils adorent aussi, parce que c'est le même objectif. D'accord. Alors, il n'y a pas l'effet couleur, mais il y a l'effet matière, du coup. Oui. Le contact direct, c'est différent. Voilà, c'est différent. Ceux qui aiment la peinture aiment le modelage, mais des fois ils disent j'aime trop la peinture. Ah bah non, tu fais plus la peinture, j'aime le modelage. Bon, donc on voit bien que ça résonne en fait. Ce sont des résonances. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que en fait, on a dans les deux l'universalité de la forme. Donc que ce soit dans la peinture ou dans l'argile. Donc moi, comme mon objectif, c'est un peu d'aller chercher cette universalité, que ce que tout le monde fait, c'est des choses simples, des formes simples, finalement. On peut le faire donc facilement avec la terre et ça s'adapte bien. En fait, ça s'adapte très bien à l'expression libre. Ce qui n'est pas le cas de tous les supports, parce que j'essaye beaucoup de choses. Donc le modelage, tu nous en parleras un peu dans le bonus. Oui. Et peut-être que tu peux revenir un peu à ce que tu disais sur l'universalité des formes, parce que finalement, on n'a pas du tout parlé de ce postulat un peu qui sous-tend tout ton travail. Un peu. Oui. Un peu à la base. Un peu à la base, et en même temps, on reste un peu décollé aussi de ça. Parce que, voilà, il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Il y a les enfants qui peignent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est juste pour les personnes? Oui, en fait, il existe des formes depuis toujours, des formes issues de l'acte graphique spontané, qui sont donc universelles, communes à tous les êtres humains, à tous les peuples, quel que soit leur âge, leur environnement, etc., dont des chercheurs ont parlé, mais qui ont toujours existé, ils ont juste révélé. Donc ce sont des formes spirales, des formes triangles, des formes, ce qu'on appelle un peu des formes sources. C'est comme si en chacun de nous, si moi je peux dire des choses comme ça, on avait une base de données et on allait puiser ces formes dans notre base de données. Il se trouve que ces formes universelles, elles existent dans la peinture, elles ont été, donc on en a beaucoup parlé, mais moi, je peux affirmer aujourd'hui aussi qu'elles existent dans l'argile, puisque je les ai en photo et je les ai les mêmes. Donc, je fais des parallèles dans mes formations entre la peinture et l'argile. C'est fascinant. Aussi dans le collage, mais c'est un peu à part. Donc. Mais voilà. Donc, c'est très intéressant de voir que il y a une spirale qui va venir avec des rayons en peinture, avec des couleurs, et en modelage, la même chose d'un autre enfant, peu importe, ou du même, peu importe, des maisons, les mêmes formes simples, qui sont plus admises aujourd'hui d'ailleurs, parce que comme les gens ont lu, que tous ces chercheurs aujourd'hui on s'y intéresse, donc elles sont un peu plus admises aujourd'hui. Attention de ne pas les apprendre aux enfants. Il ne s'agit pas de les apprendre aux enfants, il s'agit de les laisser venir. Parce que ces formes-là, finalement, elles ne viennent pas par imitation. C'est ce que tu dis, elles sont vraiment en nous, finalement, et on les exprime. Voilà, elles sont en nous. Alors, certains cherchent à les faire imiter, mais ce n'est pas le but. Alors, il est vrai que quand on est dans un lieu comme ça, comme on les voit,
En fait, c'est presque un inconscient collectif. Puis elles sont dans la nature aussi. Elles sont aussi tout à fait, elles sont aussi dans la nature. Ça a toujours existé, quoi, je veux dire. C'est des formes simples qui ont toujours existé chez l'enfant. Après, il y a aussi chez l'enfant, quand je dis il n'y a pas que ça, parce qu'il y a l'invention chez l'enfant, s'il a envie de peindre quelque chose qu'il a vu, moi je le laisse peindre ce qu'il a vu. Et s'il a même envie de représenter, il n'amène pas son modèle. Mais c'est respectable. Ah, ils peuvent apporter un modèle? Non, il n'apporte pas de modèle, mais s'il peint de mémoire, ce qu'il a vu dans le musée, c'est pas grave. Moi je me dis, ça va l'amener. Je suis très ouverte à ça. Tu vois, c'est un peu, voilà. Je vais l'accueillir, quoi qu'il fasse. Et ça va se transformer parce que moi je sais qu'il y a autre chose chez lui, donc ça va venir. C'est un point de départ vers un chemin de nouveau. Voilà, peut-être qu'il a appris, il est allé aller voir une exposition Bonnard, il a vu des points, il fait plein de petits points, et ben voilà, après il va les faire spontanément et ça va être les siens, il va se les approprier. Voilà, cool quoi. C'est pas parce qu'il va copier quelque chose qu'il copie, et puis c'est suivre le cheminement de l'enfant, peu importe, c'est l'enfant qui est important. C'est pas les signes qui priment. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est pas la recherche des signes. Mais je sais, j'ai cette connaissance, j'ai la chance d'avoir cette connaissance et de connaître les mécanismes de l'acte graphique spontané. Donc je sais quand les choses s'enclenchent, quand elles se déclenchent, quand elles reculent, quand elles. Donc je sais voir tout ça. Tu peux le voir. Oui, je sais le voir. Bien sûr, je suis l'évolution des enfants. Sans quoi, ça devient un atelier banal. D'accord. Et que tout le monde peut faire. Tu as vu une fois, tu peux le faire, tu prends la peinture, tu prends les pinceaux. Ça a fonctionné quelques fois. Mais c'est dans la durée qu'il faut tenir en fait. Je trouve que le plus beau cadeau qu'on peut se faire en tant qu'éducateur, c'est la remise en question permanente de son travail pour évoluer aussi, pour permettre aux autres d'évoluer, de donner le meilleur d'eux-mêmes dans le sens de leur œuvre, de leur ouvrage, de leur attitude, de leur comportement, de se remettre en question et d'évoluer, quoi. Je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, et de durer dans le temps, dans une pratique de s'enraciner. Comme tu dis, des choses qui dans la durée permettent de voir comment on évolue. Oui, on peut se dire qu'on peut garder une chose qu'on va faire et on va rester des années et on va chercher qu'est-ce qui va pas, et on va se remettre en question avec des gens qui en ont fait ou qui en font pas ou qui font plus, et pourquoi ils le font plus, pourquoi les gens arrêtent des ateliers pour enfants, parce que c'est fatigant, parce que c'est fatigant ou prenant, parce que si on connaît pas son métier, on baisse les bras en fait, on ferme un atelier au bout de 2 ans, 3 ans. Beaucoup ferment des lieux pour enfants, quels qu'ils soient, pas comme ça, parce que d'être avec les enfants, auprès des enfants, de leur côté, et de s'impliquer avec eux, ça demande de l'énergie. Oui, être éducateur, et une remise en question. Je crois que c'est le plus beau qu'un éducateur puisse se faire, d'accepter de se remettre en question. Moi, j'écoute tout ce que me disent les parents, chaque phrase. Un enfant me dit, un parent par exemple, l'autre fois m'a dit, oh Sandrine, depuis le Covid, j'allais chercher à la porte. Et avant, j'allais pas chercher les parents à la porte. Puis j'ai eu un problème avec mon bouton d'interphone. Et un jour, j'y suis allée chercher à la porte. Et puis il m'a dit, qu'est-ce que c'est agréable quand vous venez nous chercher. Alors du coup, je change. J'écoute ce que les gens veulent, ce que les gens me disent. C'est de la confiance. Moi, j'ai un public vraiment, j'ai des parents super, des éducateurs qui viennent me voir ici super, qui veulent apprendre, Quand ils me disent quelque chose, j'écoute. D'accord. En fait, j'écoute et je pense qu'intuitivement, ils le sentent que je les écoute. Et que donc, forcément, j'écoute leur enfant. Genre, un enfant, il me dit quelque chose 2 fois, 3 fois, il y a quelque chose. Voilà, il y a un problème. Voilà, une séance qui est bancale, c'est moi qui me remets en question. C'est pas, je ne vais pas remettre en question les enfants en disant, ah, celui-ci, là, ça, c'est de sa faute. Non, c'est moi, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma... Au début, ça n'arrive plus aujourd'hui, mais... Quand j'étais jeune éducatrice, débutante, apprentie, je me rodais. C'est comme ça que j'ai pu écrire tout ça, écrire mon livre et mettre tout sur le papier, quoi. D'accord. Et du coup, comme on parlait du fait que c'est quand même exigeant d'être éducateur, que ce soit ici ou dans d'autres cadres, est-ce que cette pratique de l'expression libre est soutenante pour les éducateurs et de quelle manière? Ça peut être oui, bien sûr qu'elle est soutenante. Tous les éducateurs
devraient, et les enseignants devraient pouvoir peindre ou modeler eux-mêmes dans l'école ou dans le lieu dans lequel ils sont. Ah oui, d'accord. Bon. Même dans une école, tu veux dire, ou dans Ah le oui, classique eux-mêmes, ouais. bien sûr. Quand je suis à l'école Montessori, certains éducateurs viennent à mes formations et la directrice a fait ma formation. Ah oui, a suivi ma formation. C'est vrai que tu animes des ateliers en école Montessori. J'ai co-créé l'atelier à l'école Montessori. D'accord. Et donc, et la directrice fait ce cadeau et m'a fait ce cadeau oui. Très respectueux de venir se former. D'accord. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'elle m'a dit peindre chez toi, c'est 3 séances de yoga. Oui. Évidemment, on m'envoie des enfants aussi de l'école Montessori qui des fois posent des soucis en classe. Il y en avait aujourd'hui qu'on m'envoie. Bien sûr que l'expression libre, ça a un effet sur les enfants et les adultes et les adolescents qui ont des problèmes, des problématiques, même si ce n'est pas de la thérapie. Oui. Parce qu'on ne va pas chercher dans l'inconscient. Oui. Mais bien sûr qu'il y a un effet thérapeutique. Et évidemment que je suis aussi un peu tout ça en même temps. Bien sûr. Et donc les éducateurs de l'école. Et donc les éducateurs de l'école, je trouve qu'ils gagneraient à pouvoir, si des directeurs m'écoutent, souvent me disent « Oh, venez faire peindre les enfants ». J'ai envie de dire c'est plutôt les enseignants que je devrais faire peindre. Et aussi beaucoup les animateurs BAFA, etc. D'accord. Beaucoup ça aussi. Je trouve qu'il y a un gros travail. Dommage, quel dommage. Parce que je vais dans les écoles aussi, parfois dans les centres de loisirs. Dans les centres de loisirs, oui. Il y a du travail. Il y a un travail. Parce qu'en fait, je trouve que la philosophie de geste de peindre, ça apporte toute la base du regard sur l'enfant, et aussi avec toute cette rhétorique que moi j'ai mise en place, vraiment ça fait un super complément. On a vraiment un gros bagage, quoi. Et après on peut faire ce qu'on veut, même si on fait pas les choses vraiment à la lettre, c'est pas un problème. Mais on essaie d'avoir cette colonne vertébrale. Oui. Et puis peut-être que s'ils venaient simplement peindre, au-delà du fait de se former, peut-être que d'être accueillis eux-mêmes d'une certaine manière, ça peut les inspirer aussi à accueillir les enfants. Bien sûr. Et puis de se déposer, comme tu dis, de se relaxer, comme disait la directrice. Bien sûr, de se relaxer. Oui, la directrice, elle a dit, ça m'a fait 3 séances de yoga après mon école, ma classe, donc, ma direction. Donc, et puis aussi, il y a quelque chose, je trouve qu'on comprend mieux l'enfant. Ça c'est un conseil vraiment, je crois, important, si je peux aider les gens, c'est on comprend mieux l'enfant quand on a pratiqué soi-même la chose qu'on enseigne ou qu'on transmet. Pour moi, ça dépend des personnes, mais moi, j'ai trouvé vraiment que d'avoir peint moi-même dans un lieu comme ça et modelé dans des lieux, sculpté, etc., librement, c'est comme si je m'identifiais, c'est là où je m'identifie presque à la personne qui le fait, sans me mettre à sa place. Mais il y a une part d'identification. Oui, ça aide à accompagner vraiment. Alors c'est peut-être après ça devient de l'empathie, je sais pas comment on appelle ça, je n'ai pas trop envie de mettre des mots de concept, je n'aime pas trop ça, mais voilà, c'est vraiment de dire passer par le sensoriel. En fait, il faut toujours avoir senti, je trouve, les choses pour pouvoir les transmettre, c'est quand même important. Les avoir vécues pour... les vivre. Bon, après, moi c'est vrai que je suis passionnée, donc c'est vrai que c'est facile pour moi de le dire. C'est moins facile. Et puis des fois, les éducateurs n'ont pas le temps. Mais je vais vous dire, 1 heure par semaine pour tous les éducateurs, tous les enseignants, tous les animateurs, d'avoir un petit espace comme ça pour peindre, avec quelqu'un qui soutient, bien sûr. Oui. En fait, ce que je fais moi beaucoup, c'est je soutiens, en fait. Les enfants. En fait, c'est beaucoup un travail sur la motivation. On ne parle pas beaucoup, on parle beaucoup des signes. Mais pour faire ces signes, et d'autres choses, même une copie dans sa tête de quelque chose, ce qu'on veut, il y a besoin de motivation. Et il faut être motivé. Moi, je motive les enfants pour gentiment, leur demandant, en étant en confiance avec eux, par ce langage, par cette sympathie, parce qu'on est sympathique, on aime être avec les enfants. Moi, j'aime ça, être à leur contact. Oui, de toute façon, on sent l'énergie quand on rentre ici. On a tout de suite envie de... Oui, les parents, ils mettent leur tête, je vous garde si vous voulez, parce qu'ils ont envie de peindre. Et ils me les confient vraiment tellement. Ça, je remercie, moi, tous les parents qui franchissent ma porte, parce que c'est super, quoi, d'avoir confiance, de dire, voilà, Sandrine, elle reste quand même 1h30 avec eux chaque semaine. On ne voit pas les tableaux pendant minimum 1 an. On ne demande rien. Quel respect pour leurs enfants. Et confiance par rapport à moi, bien sûr.
Et du coup, tu parlais aussi, on parlait de la durée, donc pour les animateurs et pour les enfants aussi, parce que tu disais qu'il y en a qui viennent depuis 13, bientôt 14 ans. Oui. Et est-ce que tu vois, bon, c'est toujours difficile de voir, mais, enfin de pouvoir dire, mais est-ce que tu vois l'effet que ça a sur eux, cette pratique régulière, semaine après semaine, sur des années? Oui, la conscience. La conscience, d'accord. La conscience des choses, du monde qui les entoure, du petit monde, puisqu'on parle du collectif, le sens du collectif. Ah bah oui, c'est sûr. Ils ne sont pas là que pour eux, que pour leur figure, on va dire. C'est le cas de le dire, parce qu'on parle de la peinture. Pour parler poliment, ils sont là pour le collectif, ils sont là au sein du collectif. Oui, ça se sent. Et si tu as vu ce matin une enfant qui peint donc depuis 13 ans chez depuis, par exemple, excuse-moi, elle a 3 ans, depuis 10 ans, la conscience qu'elle a et la façon, elle me demande les choses, le nouveau qui va arriver, jamais elle va le regarder d'une drôle de façon, le respect des autres et la conscience des choses et forcément donc, comment dire, l'aptitude presque, je dirais, elle peint, mais comme je pense comme quelqu'un qui a fait des cours dans une école. Voilà, c'est ça aussi la question. Oui, si tu veux, en fond, on mettra des tableaux, tu verras. C'est la précision qu'elle a développée. De manière quasiment autonome. Avec ton soutien, certes. Bien sûr, bien sûr. Avec mon soutien, tu l'as vu. Et prise de décision. La prise de décision, le sérieux et en même temps cette petite fantaisie qu'elle a, cette spontanéité qu'ils ont, parce qu'il y en a plusieurs qui viennent depuis longtemps. Elle est bien là où elle est. Voilà. Je pense que dans la vie, c'est quand même important. Et oui, et tu parlais aussi tout à l'heure du fait qu'à un moment donné, tu t'es demandé qu'est-ce que tu avais envie de faire, qu'est-ce qui te rendrait joyeuse. Et finalement, est-ce que ces enfants-là, tu penses que ça les soutient aussi à mieux se connaître et aller justement vers ce qui les rend joyeux? Vraiment, oui, vraiment. Je pense que ça va être des enfants, j'ai hâte de voir. J'en connais déjà certains qui font même des études d'art en fait maintenant, qui sont adolescents et qui envisagent. C'est vrai. Ils ne sont pas encore à l'âge, mais encore jeune, mais ils ont déjà envie de faire des études d'art. Mais bon, peu importe, on fait ce qu'on veut dans la vie. Oui, ça, je pense que en fait, on apprend à être bien là où on est, au moment où on est. Et mais c'est aussi moi, parce que je pense que je transpire ça quand je suis là. Je ne vais pas mon travail par-dessus la jambe. Je m'implique, donc c'est aussi un peu leur exemple. L'éducateur, c'est pas moi. C'est pas, je dis c'est pas ça personnellement. Je dis pour tous les éducateurs, c'est quel est l'exemple que vous donnez. Ça c'est un peu une base. Et moi, j'ai trop de conscience professionnelle. Un jour, une personne m'a dit t'as vraiment beaucoup de conscience professionnelle. Moi, j'ai pris ça bien au lieu de le prendre mal, mais pour me dire et puis de responsable. En fait, voilà, c'est l'éducateur, il est responsable. Vous vous rendez compte? Tu te rends compte? Moi, j'ai des enfants de l'âge de 3 ans à 18 ans. J'ai une responsabilité vis-à-vis d'eux. Ils passent quand même 1h30 par semaine avec moi depuis plusieurs années. Puis peut-être même qu'ils feront 1 an, mais quand même. Oui, c'est pas, on n'est pas là pour... La manière dont on est incarné inspire les jeunes. Je crois. Je crois. Alors c'est vrai ils auront un petit peu de mon enseignement. Moi, je suis comme une passeuse. J'ai passé des choses. Ils m'ont entendu parler aux autres, ils m'ont entendu ne jamais juger, ne jamais dire tu vas peindre ça, tu vas faire ça, tu vas pas faire ci maintenant. Mais aussi parfois, ça tu ne peux pas le faire. Parce que ça existe aussi dans l'atelier. Et voilà, donc oui, je pense que c'est être bien là où on est. Je crois que c'est quand même le plus important dans la vie, quoi. Et ils développent aussi, bien sûr, une aptitude certaine à peindre, à la créativité, à développer leur créativité, moi je dis développer le potentiel humain au travers du langage plastique. C'est mon travail, développer le potentiel humain au travers du langage plastique. Voilà, alors, ou on peut dire de l'expression, alors bon, ça va se discuter, mais par l'art, ou une forme d'art, enfin, on peut discuter. Mais il faut dire des choses qu'on puisse comprendre. Bien sûr. Des mots qui parlent. On voit de la peinture, c'est de l'art. Voilà, après qu'il soit comme ci ou comme ça,
Mais voilà. Super. Merci beaucoup, Sandrine. Merci. Pour cet échange. Et merci pour ce sommet. Et, voilà. Et oui, d'aller plus haut, je disais, vers le haut. Il y a une association qui s'appelle comme ça pour l'éducation, justement, oui. De les amener vers le haut. Et quand on est soi-même vers le haut, tu me dis aussi qu'est-ce qu'on apprend, et l'éducatrice, qu'est-ce qu'elle apprend, ou l'éducateur ici, oui. il apprend à se porter vers le haut, et qu'est-ce qu'il doit s'affirmer lui-même. Et il ne doit pas se juger, parce que si lui-même se juge, il ne va pas pouvoir ne pas juger les autres. Donc oui. Il est dans l'affirmation de lui, c'est un peu ce que je voulais dire, un peu une approche spirituelle, hein. Un peu Krishnamurti, Carl Rogers, tout spirituel et thérapeutique un peu, dont moi je m'inspire beaucoup. Et oui, et puis les années d'expérience évidemment font que ça avance, tout ça évidemment, que ça arrive à un point de maturité où c'est celui-là aujourd'hui, mais et tel qu'il est aujourd'hui. Mais voilà, c'est s'affirmer et aller vers le haut soi-même pour pouvoir pousser les autres vers le haut. Sinon, s'ils vous voient stagner, les enfants ils vont pas évoluer. Ils vont aller vers le haut, dans le bon sens, quoi. Puisqu'il n'y a pas de notes. Voilà. Être aussi... il n'y a pas d'évaluation. Pas d'évaluation, pas de compétition, bien sûr. Et aussi, je crois que ce qui est important ici, c'est que d'emblée, quand on entre, moi j'accueille un enfant, quand je le regarde pour la première fois, je le vois, j'observe, il sait qu'il est ici, il n'est pas ailleurs. Il n'est pas n'importe où. D'accord. Je crois que ça, c'est important de marquer. Voilà. Moi, je marque toujours l'arrivée d'un enfant. On est là, on n'est pas ailleurs, tu veux dire. C'est pas n'importe où. Et ça se sent, je pense. Et quand il part, je marque aussi le départ. Oui, tout à fait. Les rituels. Les rituels, c'est important aussi, ça se perd. Oui, les rituels, oui. Les rituels, c'est important. De dire aux enfants, maintenant on commence, mais maintenant, c'est pas fini, mais ça va. Sentir qu'on entre dans un certain espace-temps et un espace... Tout à fait, un espace-temps, tout à fait. Où les règles sont un peu à part, peut-être. Voilà, les rituels, les enjeux, le jeu, le jeu n'est pas le même que partout ailleurs, l'esprit. En fait, je crois que c'est surtout l'esprit pédagogique et un peu, je dirais, moi j'appelle ça aussi ludo-éducatif. D'accord. J'aime bien dire ludo-éducatif, je trouve que ça parle bien. Ça, c'est pas de l'art-thérapie, ça place bien, ludo-éducatif, je trouve. Tout à fait. J'aime bien. Et les formations que tu proposes, est-ce que du fait de l'épisode Covid, tu les proposes à distance Non, elles ne veulent pas. Mes stagiaires veulent que venir ici, bien sûr. Il peut y avoir peut-être une partie théorique à distance, mais il faut venir pratiquer. Alors je donne beaucoup. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai deux formations. Une formation qui s'appelle Animé, qui est vraiment sur le mode d'emploi pédagogique, on va dire ça comme ça. Donc là, on voit des groupes d'enfants peindre. Donc, je pourrais le faire, bien sûr, mais je crois que je n'ai pas cette demande-là, et je n'ai peut-être pas cette envie-là aujourd'hui, mais ça arrivera peut-être. Et puis je forme peu de personnes dans l'année, en fait, par choix. Et puis après, il y a aussi la formation créée qui est, elle, plus sur l'administration, la gestion d'un atelier, comment on ouvre un atelier. Celle-là, je la donne à distance aujourd'hui. Et parfois, là, j'ai par exemple la semaine prochaine 2 personnes qui me demandent des conseils, des séances conseils. Donc j'ai déjà des personnes qui ont créé des ateliers libres avec plusieurs activités autonomes et qui veulent des conseils pour les parents, cette rhétorique avec communication un peu avec le parent, qu'est-ce que je dis au public, comment je fais mes horaires, je ne sais pas quoi dire en fait pour être crédible et légitime. Je crois que beaucoup de gens ont des questions de légitimité. Quand j'ai commencé, on m'a dit vous n'êtes pas peintre. Et moi, tout de suite, je n'ai pas eu de problème avec ça, en fait. Je ne suis pas peintre, non, justement, c'est ça qui fait mon plus. Parfois, oui, c'est dans ça vraiment non, c'est de dire vraiment le circuit académique, en fait. En fait, je ne suis pas peintre pour moi-même, du dimanche. J'ai peint dans des ateliers expression, j'ai sculpté dans des ateliers de direction. Je ne me dis pas peintre, parce que je n'expose pas et je ne peins pas des toiles chez moi ou dans un lieu. Donc je ne suis pas peintre, artiste peintre. Et je n'ai pas de diplôme. Ce que je tenais à dire aussi, j'ai ouvert cet atelier sans diplôme. Et ça attire beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent comment tu as fait sans diplôme. Et donc c'est voilà, je l'ai fait sans passer par la case universitaire. Et juste avec la passion. La passion, l'envie et des choses que j'avais apprises avant, que j'ai mises au service de ce projet. Oui, parce que tu as quand même beaucoup cherché, tu t'es formé. J'ai cherché, j'avais un autre métier que j'ai mis au service de celui-ci. J'ai beaucoup... je réfléchis sans cesse sur mon travail. Comme je dis, la remise en question, c'est s'évaluer soi-même, challenger un peu par rapport à soi-même, un challenge par rapport à soi-même. C'est important.
Qu'est-ce qu'on veut soi-même pour soi, pour sa vie. C'est toujours mon idée, c'est pas de m'acheter une maison au Brésil, c'est de pouvoir faire perdurer cet atelier. Donc, je trouve vraiment de tenir dans la durée, c'est un beau cadeau qu'on se fait à soi-même dans une pratique, dans un travail, un métier, puisque il s'agit d'un métier.